Chapitre 17. Mais j'étais parti en chasse de lois sauvages, en vérité. Et ceux qui voudront savoir quelque chose de plus sur mon compte, il faut qu'ils se déterminent à me suivre à travers une nouvelle variété d'extravagances, de détresse et d'impertinentes aventures, où la justice de la Providence se montre clairement, et où nous pouvons voir combien il est facile au ciel de nous rassasier de nos propres désirs, de faire que le plus ardent de nos souhaits soit notre affliction, et de nous punir sévèrement dans les choses mêmes où nous pensions rencontrer le suprême bonheur. Que l'homme sage ne se flatte pas de la force de son propre jugement, et de pouvoir faire choix par lui-même de sa condition privée dans la vie. L'homme est une créature qui a la vue courte, l'homme ne voit pas loin devant lui, et comme ses passions ne sont pas de ses meilleurs amis, ses affections particulières sont généralement ses plus mauvais conseillers. Je dis ceci, faisant trait au désir impétueux que j'avais, comme un jeune homme, de courir le monde. Combien il était évident alors que cette inclination s'était perpétuée en moi pour mon châtiment. Comment advint-il, de quelle manière et dans quelles circonstances, quelle en fut la conclusion? C'est chose aisée de vous le rapporter historiquement et dans tous ses détails. Mais les fins secrètes de la divine providence, en permettant que nous soyons ainsi précipités dans le torrent de nos propres désirs, ne seront comprises que de ceux qui savent prêter l'oreille à la voix de la providence et tirer de religieuses conséquences de la justice de Dieu et de leurs propres erreurs. Que j'eusse à faire ou pas à faire, le fait est que je partis. Ce n'est point l'heure maintenant de s'étendre plus au long sur la raison ou l'absurdité de ma conduite. Or, pour en revenir à mon histoire, je m'étais embarqué pour un voyage, et ce voyage, je le poursuivis. J'ajouterai seulement que mon honnête et véritable pieux ecclésiastique me quitta ici. Un navire étant prêt à faire voile pour Lisbonne, il me demanda permission de s'y embarquer, destiné qu'il était, comme il le remarqua, à ne jamais achever un voyage commencé. Qu'il eût été heureux pour moi que je fusse parti avec lui. Mais il était trop tard alors. D'ailleurs, le ciel arrange toutes choses pour le mieux. Si j'étais parti avec lui, je n'aurais pas eu tant d'occasion de rendre grâce à Dieu. Et vous n'auriez point connu la seconde partie des voyages et aventures de Robinson Crusoé. Il me faut donc laisser là ces vaines apostrophes contre moi-même et continuer mon voyage. Du Brésil, nous fîmes route directement à travers la mer Atlantique pour le cap de Bonne-Espérance, ou, comme nous l'appelons, The Cape of Good Hope. Et notre course étant généralement sud-est, nous eûmes une assez bonne traversée. Par-ci, par-là, toutefois, quelques grains ou quelques vents contraires. Mais j'en avais fini avec mes désastres sur mer. Mes infortunes et mes revers m'attendaient au rivage, afin que je fusse une preuve que la terre, comme la mer, se prête à notre châtiment, quand il plaît au ciel, qui dirige l'événement des choses, d'ordonner qu'il en soit ainsi. Notre vaisseau, faisant un voyage de commerce, il y avait à bord un subrécarque, chargé de diriger tous ses mouvements une fois arrivé au cap. Seulement, dans chaque port où nous devions faire escale, il ne pouvait s'arrêter au-delà d'un certain nombre de jours fixés par la charte partie. Ceci n'était pas mon affaire, je ne m'en mêlais pas du tout. Mon neveu, le capitaine, et le subrécarque arrangeaient toutes ces choses entre eux, comme ils le jugeaient convenable. Nous ne demeurâmes au cap que le temps nécessaire pour prendre de l'eau, et nous fîmes route en toute diligence pour la côte de Coromandel. De fait, nous étions informés qu'un vaisseau de guerre français de 50 canons et 2 gros bâtiments marchands était parti aux Indes, et comme je savais que nous étions en guerre avec la France, je n'étais pas sans quelque appréhension à leur égard. Mais ils poursuivirent leur chemin, et nous n'en eûmes plus de nouvelles.
Je n'enchevêtrerai point mon récit, ni le lecteur, dans la description des lieux. Le journal de nos voyages, les variations du compas, les latitudes, les distances, les moussons, la situation des ports, et autres choses semblables dont presque toutes les histoires de longue navigation sont pleines, choses qui rendent leur lecture assez fastidieuse, et sont parfaitement insignifiantes pour tout le monde, excepté seulement pour ceux qui sont allés eux-mêmes dans ces mêmes parages. C'est bien assez de nommer les ports et les lieux où nous relâchâmes, et de rapporter ce qui nous arriva dans le trajet de l'un à l'autre. Nous touchâmes d'abord à l'île de Madagascar, où, quoiqu'ils soient farouches et perfides, et particulièrement très bien armés de lances et d'arcs, dont ils se servent avec une inconcevable dextérité, nous ne nous entendîmes pas trop mal avec les naturels pendant quelque temps. Ils nous traitaient avec beaucoup de civilité, et pour quelques bagatelles que nous leur donnâmes, telles que couteaux, ciseaux, etc., ils nous amenèrent 11 bons et gras bouvillons de moyenne taille, mais fort bien en chair, que nous embarquâmes, partis comme provisions fraîches pour notre subsistance présente, partis pour être salés pour l'avitaillement du navire. Après avoir fait nos approvisionnements, nous fûmes obligés de demeurer là quelque temps. Et moi, toujours aussi curieux d'examiner chaque recoin du monde où j'allais, je descendais à terre aussi souvent que possible. Un soir, nous débarquâmes sur le côté oriental de l'île, et les habitants, qui, soit dit en passant, sont très nombreux, vinrent en foule autour de nous, et tout en nous épiant, s'arrêtèrent à quelque distance. Comme nous avions trafiqué librement avec eux, et qu'ils en avaient fort bien usé avec nous, nous ne nous crûmes point en danger. Mais, en voyant cette multitude, nous coupâmes 3 branches d'arbres et les fichâmes en terre à quelques pas de nous, ce qui est, à ce qu'il paraît, dans ce pays, une marque de paix et d'amitié. Quand le manifeste est accepté, l'autre partie plante aussi 3 rameaux ou pieux en signe d'adhésion à la trêve. Alors, c'est une condition reconnue de la paix que vous ne devez point passer par-devers eux au-delà de leurs 3 pieux, ni eux venir par-devers vous en deçà des 3 vôtres, de sorte que vous êtes parfaitement en sûreté derrière vos 3 perches. Tout l'espace entre vos jalons et les leurs est réservé comme un marché pour converser librement, pour troquer et trafiquer. Quand vous vous rendez là, vous ne devez point porter vos armes avec vous, et pour eux, quand ils viennent sur ce terrain, ils laissent près de leurs pieux leurs saguets et leurs lances, et s'avancent désarmés. Mais si quelque violence leur est faite, si par là la trêve est rompue, ils s'élancent aux pieux, saisissent leurs armes, et alors adieu la paix. Il advint un soir où nous étions au rivage, que les habitants descendirent vers nous en plus grand nombre que de coutume, mais tous affables et bienveillants. Ils nous apportèrent plusieurs sortes de provisions, pour lesquelles nous leur donnâmes quelques babioles que nous avions. Leurs femmes nous apportèrent aussi du lait, des racines et différentes choses pour nous très acceptables. Et tout demeura paisible. Nous fîmes une petite tente ou hutte avec quelques branches d'arbres pour passer la nuit à terre. Je ne sais à quelle occasion, mais je ne me sentis pas si satisfait de coucher à terre que les autres, et le canot se tenant à l'ancre à environ 1 jet de pierre de la rive, avec 2 hommes pour le garder, j'ordonnai à l'un d'eux de mettre pied à terre. Puis, ayant cueilli quelques branches d'arbres pour nous couvrir aussi dans la barque, j'étendis la voile dans le fond et passai la nuit à bord sous l'abri de ces rameaux. À 2 heures du matin environ, nous entendîmes un de nos hommes faire grand bruit sur le rivage, nous criant, au nom de Dieu, d'amener l'esquif et de venir à leur secours, car ils allaient être tous assassinés. Au même instant, j'entendis la détonation de 5 mousquets. C'était le nombre des armes que se trouvaient avoir nos compagnons.
et cela à 3 reprises. Les naturels de ce pays, à ce qu'il paraît, ne s'effraient pas aussi aisément des coups de feu que les sauvages d'Amérique auxquels j'avais eu affaire. Ignorant la cause de ce tumulte, mais arraché subitement à mon sommeil, je fis avancer l'esquif, et je résolus, armé des 3 fusils que nous avions à bord, de débarquer et de secourir notre monde. Nous aurions bientôt gagné le rivage, mais nos gens étaient en si grande hâte qu'arrivés au bord de l'eau, ils plongèrent pour atteindre vitement la barque. 300 ou 400 hommes les poursuivaient. Eux n'étaient que 9 en tout. 5 seulement avaient des fusils. Les autres, à vrai dire, portaient bien des pistolets et des sabres, mais ils ne leur avaient pas servi à grand-chose. Nous en recueillîmes 7 avec assez de peine, 3 d'entre eux étant grièvement blessés. Le pire de tout, c'est que tandis que nous étions arrêtés pour les prendre à bord, nous trouvions exposés au même danger qu'ils avaient essuyé à terre. Les naturels faisaient pleuvoir sur nous une telle grêle de flèches que nous fûmes obligés de barricader un des côtés de la barque avec des bancs et 2 ou 3 planches détachées qu'à notre grande satisfaction, par un pur hasard, ou plutôt providentiellement, nous trouvâmes dans l'esquif. Toutefois, ils étaient, ce semble, tellement adroits tireurs que s'il eût fait jour et qu'ils eussent pu apercevoir la moindre partie de notre corps, ils auraient été sûrs de nous. À la clarté de la lune, on les entrevoyait, et comme du rivage où ils étaient arrêtés, ils nous lançaient des saguets et des flèches. Ayant rechargé nos armes, nous leur envoyâmes une fusillade que nous jugeâmes avoir fait merveille, aux cris que jetèrent quelques-uns d'eux. Néanmoins, ils demeurèrent rangés en bataille sur la grève jusqu'à la pointe du jour. Sans doute, nous le supposâmes, pour être à même de nous mieux ajuster. Nous gardâmes aussi la même position, ne sachant comment faire pour lever l'ancre et mettre notre voile au vent, parce qu'il nous eût fallu pour cela nous tenir debout dans le bateau, et qu'alors ils auraient été aussi certains de nous frapper que nous le serions d'atteindre avec de la cendrée un oiseau perché sur un arbre. Nous adressâmes des signaux de détresse au navire, et quoiqu'il fût mouillé à 1 lieue, entendant notre mousquetade, et à l'aide de longue-vue, découvrant dans quelle attitude nous étions et que nous faisions feu sur le rivage, mon neveu nous comprit le reste. Levant l'ancre en toute hâte, il fit avancer le vaisseau aussi près de terre que possible. Puis, pour nous secourir, nous dépêcha une autre embarcation montée par 10 hommes. Nous leur criâmes de ne point trop s'approcher en leur faisant connaître notre situation. Nonobstant, ils s'avancèrent fort près de nous. Puis l'un d'eux, prenant à la main le bout d'une amarre et gardant toujours notre esquif entre lui et l'ennemi, si bien qu'il ne pouvait parfaitement l'apercevoir, gagna notre bord à la nage et y attacha l'amarre. Sur ce, nous filâmes par le bout notre petit câble et, abandonnant notre ancre, nous fûmes remorqués hors de la portée des flèches. Nous, durant toute cette opération, nous demeurâmes cachés derrière la barricade que nous avions faite. Sitôt que nous n'offusquâmes plus le navire, afin de présenter le flanc aux ennemis, il prolongea la côte et leur envoya une bordée chargée de morceaux de fer et de plomb, de balles et autres mitrailles, sans compter les boulets, laquelle fit parmi eux un terrible ravage. Quand nous fûmes rentrés à bord et hors de danger, nous recherchâmes tout à loisir la cause de cette bagarre. Et notre subricarque, qui souvent avait visité ces parages, me mit sur la voie. « Je suis sûr, dit-il, que les habitants ne nous auraient point touchés après une trêve conclue si nous n'avions rien fait pour les y provoquer. » Enfin, il nous revint qu'une vieille femme était venue pour nous vendre du lait et l'avait apporté dans l'espace libre entre nos pieux, accompagnée d'une jeune fille qui nous apportait aussi des herbes et des racines. Tandis que la vieille, était-ce ou non la mère de la jeune personne, nous l'ignorions, débitait son laitage, un de nos hommes avait voulu prendre quelque grossière privauté avec la jeune malgache, de quoi la vieille avait fait grand bruit.
Néanmoins, le matelot n'avait pas voulu lâcher sa capture et l'avait entraîné hors de la vue de la vieille sous les arbres. Il faisait presque nuit. La vieille femme s'était donc en allée sans elle, et sans doute, on le suppose, ayant par ses clameurs ameuté le peuple, en 3 ou 4 heures, toute cette grande armée s'était rassemblée contre nous. Nous l'avions échappé belle. Un des nôtres avait été tué d'un coup de lance dès le commencement de l'attaque, comme il sortait de la hutte que nous avions dressée. Les autres s'étaient sauvés. Tous, hormis le drille qui était la cause de tout le méchef et qui paya bien cher sa noire maîtresse. Nous ne pûmes de quelque temps savoir ce qu'il était devenu. Nous demeurâmes encore sur la côte pendant 2 jours, bien que le vent donnât, et nous lui fîmes des signaux, et notre chaloupe côtoya et recôtoya le rivage l'espace de plusieurs lieues, mais en vain. Nous nous vîmes donc dans la nécessité de l'abandonner. Après tout, si lui seul eût souffert de sa faute, ce n'eût pas été grand dommage. Je ne pus cependant me décider à partir sans m'aventurer une fois encore à terre, pour voir s'il ne serait pas possible d'apprendre quelque chose sur lui et les autres. Ce fut la 3e nuit après l'action que j'eus un vif désir d'en venir à connaître, s'il était possible, par n'importe quel moyen, quels dégâts nous avions faits, et quel jeu se jouait du côté des Indiens. J'eus soin de me mettre en campagne durant l'obscurité, de peur d'une nouvelle attaque. Mais j'aurais dû aussi m'assurer que les hommes qui m'accompagnaient étaient bien sous mon commandement, avant de m'engager dans une entreprise si hasardeuse et si dangereuse, comme inconsidérément je fis. Nous nous adjoignîmes, le subrécarque et moi, 20 compagnons des plus hardis, et nous débarquâmes 2 heures avant minuit, au même endroit où les Indiens s'étaient rangés en bataille l'autre soir. J'abordai là parce que mon dessein, comme je l'ai dit, était surtout de voir s'ils avaient levé le camp et s'ils n'avaient pas laissé derrière eux quelques traces du dommage que nous leur avions fait. Je pensais que s'il nous était possible d'en surprendre 1 ou 2, nous pourrions peut-être avoir notre homme en échange. Nous mîmes pied à terre sans bruit, et nous divisâmes notre monde en 2 bandes. Le bosseman en commandait une et moi l'autre. Nous n'entendîmes ni ne vîmes personne bouger quand nous opérâmes notre descente. Nous poussâmes donc en avant vers le lieu du combat, gardant quelque distance entre nos 2 bataillons. De prime abord, nous n'aperçûmes rien. Il faisait très noir. Mais peu après, notre maître d'équipage, qui conduisait l'avant-garde, broncha et tomba sur un cadavre. Là-dessus, tous firent halte, et jugeant par cette circonstance qu'il se trouvait à la place même où les Indiens avaient pris position, ils attendirent mon arrivée. Alors nous résolûmes de demeurer là jusqu'à ce que, à la lueur de la lune, qui devait monter à l'horizon avant 1 heure, nous pussions reconnaître la perte que nous leur avions fait essuyer. Nous comptâmes 32 corps restés sur la place, dont 2 n'étaient pas tout à fait morts. Les uns avaient un bras de moins, les autres une jambe, un autre la tête. Les blessés, à ce que nous supposâmes, avaient été enlevés. Quant à mon sens, nous eûmes fait une complète découverte de tout ce que nous pouvions espérer connaître. Je me disposai à retourner à bord. Mais le maître d'équipage et sa bande me firent savoir qu'ils étaient déterminés à faire une visite à la ville indienne, où ces chiens, comme ils les appelaient, faisaient leur demeure, et me prièrent de venir avec eux. S'ils pouvaient y pénétrer, comme ils se l'imaginaient, ils ne doutaient pas, disaient-ils, de faire un riche butin, et peut-être d'y retrouver Thomas Jeffries. C'était le nom de l'homme que nous avions perdu. S'ils m'avaient envoyé demander la permission d'y aller, je sais quelle eût été ma réponse. Je leur eus intimé l'ordre sur-le-champ de retourner à bord, car ce n'était point à nous à courir à de pareils hasards, nous qui avions un navire et son chargement sous notre responsabilité, et à accomplir un voyage qui reposait totalement sur la vie de l'équipage. Mais, comme ils me firent dire qu'ils étaient résolus à partir,
et seulement demandèrent à moi et à mon escouade de les accompagner, je refusai net, et je me levai, car j'étais assis à terre, pour regagner l'embarcation. Un ou deux de mes hommes se mirent alors à m'importuner pour que je prisse part à l'expédition, et comme je m'y refusais toujours positivement, ils commencèrent à murmurer et à dire qu'ils n'étaient point sous mes ordres, et qu'ils voulaient marcher. « Viens, Jack, dit l'un d'eux, veux-tu venir avec nous? Sinon j'irai tout seul. » Jack répondit qu'il voulait bien, un autre le suivit, puis un autre. Bref, tous me laissèrent, excepté un auquel, non sans beaucoup de difficulté, je persuadai de rester. Ainsi le subrécarque et moi, et cet homme, nous regagnâmes la chaloupe, où, leur dîmes-nous, nous allions les attendre et veiller pour recueillir ceux d'entre eux qui pourraient s'en tirer. Car, leur répétai-je, c'est une mauvaise chose que vous allez faire, et je redoute que la plupart de vous ne subissent le sort de Thomas Jeffries. Ils me répondirent, en vrais marins, qu'ils gageaient d'en revenir, qu'ils se tiendraient sur leur garde, etc. Et ils partirent. Je les conjurai de prendre en considération le navire et la traversée. Je leur représentai que leur vie ne leur appartenait pas, qu'elle était en quelque sorte incorporée au voyage, que s'il leur mésarrivait le vaisseau serait perdu faute de leur assistance, et qu'ils seraient sans excuse devant Dieu et devant les hommes. Je leur dis bien des choses encore sur cet article, mais c'était comme si j'eusse parlé au grand mât du navire. Cette incursion leur avait tourné la tête. Seulement ils me donnèrent de bonnes paroles, me prièrent de ne pas me fâcher, m'assurèrent qu'ils seraient prudents, et que, sans aucun doute, ils seraient de retour dans 1 heure au plus tard. Car le village indien, disaient-ils, n'est pas à plus d'un demi-mille au-delà. Ils n'en marchèrent pas moins 2 miles et plus avant d'y arriver. Ils partirent donc, comme on l'a vu plus haut, et quoique ce fût une entreprise désespérée et telle que des fous seuls s'y pouvaient jeter. Toutefois, c'est justice à leur rendre, ils s'y prirent aussi prudemment que hardiment. Ils étaient galamment armés, tout de bon, car chaque homme avait un fusil ou un mousquet, une baïonnette et un pistolet. Quelques-uns portaient de gros poignards, d'autres des coutelas, et le maître d'équipage ainsi que 2 autres brandissaient des haches d'armes. Outre tout cela, ils étaient munis de 13 grenades. Jamais au monde compagnons plus téméraires et mieux pourvus ne partirent pour un mauvais coup. En partant, leur principal dessein était le pillage. Ils se promettaient beaucoup de trouver de l'or. Mais une circonstance qu'aucun d'eux n'avait prévue les remplit du feu de la vengeance et fit d'eux tous des démons. Quand ils arrivèrent aux quelques maisons indiennes qu'ils avaient prises pour la ville, et qui n'étaient pas éloignées de plus d'un demi-mille, grand fut leur désappointement, car il y avait là tout au plus 12 ou 13 cases, et où était la ville, et quelle était son importance, ils ne le savaient. Ils se consultèrent donc sur ce qu'ils devaient faire, et demeurèrent quelque temps sans pouvoir rien résoudre. S'ils tombaient sur ces habitants, il fallait leur couper la gorge à tous. Pourtant, il y avait 10 à parier contre 1 que quelqu'un d'entre eux s'échapperait à la faveur de la nuit, bien que la lune fût levée, et si un seul s'échappait, qu'il s'enfuirait pour donner l'alerte à toute la ville, de sorte qu'il se verrait une armée entière sur les bras. D'autre part, s'il passait outre et laissait ses habitants en paix, car ils étaient tous plongés dans le sommeil, ils ne savaient par quel chemin chercher la ville. Cependant, ce dernier cas leur semblant le meilleur, ils se déterminèrent à laisser intactes ces habitations et à se mettre en quête de la ville comme ils pourraient.
Après avoir fait un bout de chemin, ils trouvèrent une vache attachée à un arbre, et sur-le-champ, il leur vint à l'idée qu'elle pourrait leur être un bon guide. Sûrement, se disait-il, cette vache appartient au village que nous cherchons, ou au hameau que nous laissons, et en la déliant, nous verrons de quel côté elle ira. Si elle retourne en arrière, tant pis, mais si elle marche en avant, nous n'aurons qu'à la suivre. Ils coupèrent donc la corde faite de glaïeuls tortillés, et la vache partit devant. Bref, cette vache les conduisit directement au village, qui, d'après leur rapport, se composait de plus de 200 maisons ou cabanes. Dans quelques-unes, plusieurs familles vivaient ensemble. Là, régnait partout le silence et cette sécurité profonde que pouvait goûter dans le sommeil une contrée qui n'a jamais vu pareil ennemi. Pour aviser à ce qu'ils devaient faire, ils tinrent de nouveaux conseils, et bref, ils se déterminèrent à se diviser sur 3 bandes et à mettre le feu à 3 maisons, sur 3 différents points du village, puis, à mesure que les habitants sortiraient, de s'en saisir et de les garrotter. Si quelqu'un résistait, il n'est pas besoin de demander ce qu'il pensait lui faire. Enfin, ils devaient fouiller le reste des maisons et se livrer au pillage. Toutefois, il était convenu que sans bruit on traverserait d'abord le village pour reconnaître son étendue et voir si l'on pouvait ou non tenter l'aventure. La ronde faite, ils se résolurent à hasarder le coup en désespérés. Mais tandis qu'ils s'excitaient l'un l'autre à la besogne, 3 d'entre eux, qui étaient un peu plus en avant, se mirent à appeler, disant qu'ils avaient trouvé Thomas Jeffries. Tous accoururent, et ce n'était que trop vrai, car là ils trouvèrent le pauvre garçon pendu tout nu par un bras, et la gorge coupée. Près de l'arbre patibulaire, il y avait une maison, où ils entrevirent 16 ou 17 des principaux Indiens qui précédemment avaient pris part au combat contre nous, et dont 2 ou 3 avaient reçu des coups de feu. Nos hommes s'aperçurent bien que les gens de cette demeure étaient éveillés et se parlaient l'un l'autre, mais ils ne purent savoir quel était leur nombre. La vue de leurs pauvres camarades massacrés les transporta tellement de rage qu'ils jurèrent tous de se venger, et que pas un Indien qui tomberait sous leurs mains n'aurait quartier. Ils se mirent à l'œuvre sur-le-champ. Toutefois, moins follement qu'on eût pu l'attendre de leur fureur. Leur premier mouvement fut de se mettre en quête de choses aisément inflammables. Mais après un instant de recherche, ils s'aperçurent qu'ils n'en avaient que faire, car la plupart des maisons étaient basses et couvertes de glaïeuls et de joncs, dont la contrée est pleine. Ils firent donc alors des artifices en humectant un peu de poudre dans la paume de leurs mains. Et au bout d'un quart d'heure, le village brûlait en 4 ou 5 endroits, et particulièrement cette habitation où les Indiens ne s'étaient pas couchés. Aussitôt que l'incendie éclata, ces pauvres misérables commencèrent à s'élancer dehors pour sauver leur vie, mais ils trouvaient leur sort dans cette tentative. Là, au seuil de la porte où ils étaient repoussés, le maître d'équipage lui-même en pourfendit 1 ou 2 avec sa hache d'armes. Comme la case était grande et remplie d'Indiens, le drôle ne se soucia pas d'y entrer. Mais il demanda et jeta au milieu d'eux une grenade qui d'abord les effraya. Puis quand elle éclata, elle fit un tel ravage parmi eux qu'ils poussèrent des hurlements horribles. Bref, la plupart des infortunés qui se trouvaient dans l'entrée de la hutte furent tués ou blessés par cette grenade, hormis 2 ou 3 qui se précipitèrent à la porte que gardait le maître d'équipage et 2 autres compagnons, avec la baïonnette au bout du fusil, pour dépêcher tous ceux qui prendraient ce chemin. Il y avait un autre logement dans la maison où le prince ou roi, n'importe, et quelques autres se trouvaient. Là, on les retint jusqu'à ce que l'habitation, qui pour lors était toute en flammes, croula sur eux. Ils furent étouffés ou brûlés tous ensemble. Tout ceci durant, nos gens n'avaient pas lâché un coup de fusil, de peur d'éveiller les Indiens avant que de pouvoir s'en rendre maîtres. Mais le feu ne tarda pas à les arracher au sommeil, et mes drôles cherchèrent alors à se tenir ensemble bien encore.
car l'incendie devenait si violent, toutes les maisons étant faites de matières légères et combustibles, qu'ils pouvaient à peine passer au milieu des rues, et leur affaire était pourtant de suivre le feu pour consommer leur extermination. Au fur et à mesure que l'embrasement chassait les habitants de ces demeures brûlantes, ou que l'effroi les arrachait de celles encore préservées, nos lurons, qui les attendaient au seuil de la porte, les assommaient en s'appelant et en se criant réciproquement de se souvenir de Thomas Jeffries. Tandis que ceci se passait, je dois confesser que j'étais fort inquiet, surtout quand je vis les flammes du village embrasé, qui, parce qu'il était nuit, me semblait tout près de moi. À ce spectacle, mon neveu, le capitaine, que ces hommes réveillèrent aussi, ne fut guère plus tranquille, ne sachant ce dont il s'agissait et dans quel danger j'étais, surtout quand il entendit les coups de fusil. Car nos aventuriers commençaient alors à faire usage de leurs armes à feu. 1000 pensées sur mon sort et celui du subrécarque et sur nous tous oppressaient son âme. Et enfin, quoiqu'il lui restât peu de monde disponible, ignorant dans quel mauvais cas nous pouvions être, il prit l'autre embarcation et vint me trouver à terre, à la tête de 13 hommes. Grande fut sa surprise de nous voir, le subrécarque et moi, dans la chaloupe, seulement avec 2 matelots, dont l'un y avait été laissé pour sa garde. Et bien qu'enchanté de nous retrouver en bon point, comme nous, il séchait d'impatience de connaître ce qui se passait, car le bruit continuait et la flamme croissait. J'avoue qu'il eût été bien impossible à tout homme au monde de réprimer sa curiosité de savoir ce qu'il était advenu, ou son inquiétude sur le sort des absents. Bref, le capitaine me dit qu'il voulait aller au secours de ces hommes, à Rive-qui-Plante. Je lui représentai, comme je l'avais déjà fait à nos aventuriers, la sûreté du navire, les dangers du voyage, l'intérêt des armateurs et des négociants, etc. Et lui déclarai que je voulais partir, moi et 2 hommes seulement, pour voir si nous pourrions, à distance, apprendre quelque chose de l'événement et revenir le lui dire. J'eus autant de succès auprès de mon neveu que j'en avais eu précédemment auprès des autres. « Non, non, j'irai, répondit-il. Seulement, je regrette d'avoir laissé plus de 10 hommes à bord, car je ne puis penser à laisser périr ces braves, faute de secours. J'aimerais mieux perdre le navire, le voyage, et ma vie, et tout. » Il partit donc. Alors il ne me fut pas plus possible de rester en arrière qu'il m'avait été possible de les dissuader de partir. Pour couper court, le capitaine ordonna à 2 matelots de retourner au navire avec la pinasse, laissant la chaloupe à l'ancre, et de ramener encore 12 hommes. Une fois arrivés, 6 devaient garder les 2 embarcations, et les 6 autres venir nous rejoindre. Ainsi, 16 hommes seulement devaient demeurer à bord, car l'équipage entier ne se composait que de 65 hommes, dont 2 avaient péri dans la première échauffourée. Nous nous mîmes en marche. À peine, comme on peut le croire, sentions-nous la terre que nous foulions, et guidés par la flamme, à travers champs, nous allâmes droit au lieu de l'incendie. Si le bruit des fusillades nous avait surpris d'abord, les cris des pauvres Indiens nous remuèrent bien autrement, et nous remplirent d'horreur. Je le confesse, je n'avais jamais assisté au sac d'une cité, ni à la prise d'assaut d'une ville. J'avais bien entendu dire qu'Olivier Cromwell, après avoir pris Drogheda en Irlande, y avait fait massacrer hommes, femmes et enfants. J'avais bien ouï raconter que le comte de Tilly, au saccagement de la ville de Magdebourg, avait fait égorger 22 000 personnes de tout sexe. Mais jusqu'alors je ne m'étais jamais fait une idée de la chose même, et je ne saurais ni la décrire, ni rendre l'horreur qui s'empara de nos esprits. Néanmoins nous avancions toujours, et enfin nous atteignîmes le village, sans pouvoir toutefois pénétrer dans les rues à cause du feu. Le premier objet qui s'offrit à nos regards, ce fut les ruines d'une maison ou d'une hutte, ou plutôt ses cendres,
car elle était consumée. Tout auprès, éclairés en plein par l'incendie, gisaient 4 hommes et 3 femmes tués. Et nous eûmes lieu de croire qu'1 ou 2 autres cadavres étaient ensevelis parmi les décombres en feu. En un mot, nous trouvâmes partout les traces d'une rage si barbare et d'une fureur si au-delà de tout ce qui est humain que nous ne pûmes croire que nos gens fussent coupables de telles atrocités. Ou s'ils en étaient les auteurs, nous pensâmes que tous avaient mérité la mort la plus cruelle. Mais ce n'était pas tout. Nous vîmes l'incendie s'étendre, et comme les cris croissaient à mesure que l'incendie croissait, nous tombâmes dans la dernière consternation. Nous nous avançâmes un peu, et nous aperçûmes, à notre grand étonnement, 3 femmes nues, poussant d'horribles cris et fuyant comme si elles avaient des ailes. Puis derrière elles, dans la même épouvante et la même terreur, 16 ou 17 naturels poursuivis, je ne saurais les mieux nommer, par 3 de nos bouchers anglais, qui, ne pouvant les atteindre, leur envoyèrent une décharge. Un pauvre diable, frappé d'une balle, fut renversé sous nos yeux. Quand ces Indiens nous virent, croyant que nous étions des ennemis et que nous voulions les égorger, comme ceux qui leur donnaient la chasse, ils jetèrent un cri horrible sur toutes les femmes, et 2 d'entre eux tombèrent par terre, comme morts d'effroi. À ce spectacle, j'eus le cœur navré. Mon sang se glaça dans mes veines, et je crois que si les 3 matelots anglais qui les poursuivaient se fussent approchés, je les aurais fait tuer par notre monde. Nous essayâmes de faire connaître à ces pauvres fuyards que nous ne voulions point leur faire de mal, et aussitôt ils accoururent et se jetèrent à nos genoux, levant les mains et se lamentant piteusement pour que nous leur sauvions la vie. Leur ayant donné à entendre que c'était là notre intention, tous vinrent pêle-mêle derrière nous se ranger sous notre protection. Je laissai mes hommes assemblés, et je leur recommandai de ne frapper personne. Mais s'il était possible de se saisir de quelqu'un de nos gens pour voir de quel démon ils étaient possédés, ce qu'ils espéraient faire, et bref, de leur enjoindre de se retirer, en leur assurant que s'ils demeuraient jusqu'au jour, ils auraient une 100 000 hommes à leur trousse. Je les laissai, dis-je, et prenant seulement avec moi 2 de nos marins, je m'en allai parmi les fuyards. Là, quel triste spectacle m'attendait! Quelques-uns s'étaient horriblement rôtis les pieds en passant et courant à travers le feu. D'autres avaient les mains brûlées. Une des femmes était tombée dans les flammes et avait été presque mortellement grillée avant de pouvoir s'en arracher. 2 ou 3 hommes avaient eu dans leur fuite le dos et les cuisses tailladés par nos gens. Un autre, enfin, avait reçu une balle dans le corps et mourut tandis que j'étais là. J'aurais bien désiré connaître quelle avait été la cause de tout ceci, mais je ne pus comprendre un mot de ce qu'ils me dirent. À leurs signes, toutefois, je m'aperçus qu'ils n'en savaient rien eux-mêmes. Cet abominable attentat me transperça tellement le cœur que, ne pouvant tenir là plus longtemps, je retournai vers mes compagnons. Je leur faisais part de ma résolution et leur commandai de me suivre. Quand tout à coup s'avancèrent 4 de nos matamores avec le maître d'équipage à leur tête, courant, tout couverts de sang et de poussière, sur des monceaux de corps qu'ils avaient tués, comme s'ils cherchaient encore du monde à massacrer. Nos hommes les appelèrent de toute leur force. Un d'eux, non sans beaucoup de peine, parvint à s'en faire entendre. Ils reconnurent qui nous étions et s'approchèrent de nous. Sitôt que le maître d'équipage nous vit, il poussa comme un cri de triomphe, pensant qu'il lui arrivait du renfort. Et sans plus écouter, « Capitaine !» s'écria-t-il, « noble capitaine, que je suis aise que vous soyez venu. Nous n'avons pas encore à moitié fini. Les plagueux, les chiens d'enfer, je veux en tuer autant que le pauvre Tom a de cheveux sur la tête. Nous avons juré de n'en épargner aucun. Nous voulons extirper cette race de la terre. » Et il se reprit à courir, pantelant, hors d'haleine, sans nous donner le temps de lui dire un mot. Enfin, élevant la voix pour lui imposer un peu de silence,
Chien sanguinaire, lui criai-je, qu'allez-vous faire? Je vous défends de toucher à une seule de ces créatures, sous peine de la vie. Je vous ordonne, sur votre tête, de mettre fin à cette tuerie et de rester ici, sinon vous êtes mort. Tudieu, sire, dit-il, savez-vous ce que vous faites et ce qu'ils ont fait? Si vous voulez savoir la raison de ce que nous avons fait, venez ici. Et sur ce, il me montra le pauvre Tom pendu à un arbre et la gorge coupée. J'avoue qu'à cet aspect, je fus irrité moi-même, et qu'en toute autre occasion, j'eusse été fort exaspéré. Mais je pensais que déjà ils n'avaient porté que trop loin leur rage, et je me rappelais les paroles de Jacob à ses fils Siméon et Lévi. Maudite soit leur colère, car elle a été féroce, et leur vengeance, car elle a été cruelle. Or, une nouvelle besogne me tomba alors sur les bras, car lorsque les marins qui me suivaient eurent jeté les yeux sur ce triste spectacle, ainsi que moi, j'eus autant de peine à les retenir que j'en avais eu avec les autres. Bien plus, mon neveu le capitaine se rangea de leur côté, et me dit, de façon à ce qu'ils l'entendissent, qu'il redoutait seulement que nos hommes ne fussent écrasés par le nombre. Mais quant aux habitants, qu'ils méritaient tous la mort, car tous avaient trempé dans le meurtre du pauvre matelot, et devaient être traités comme des assassins. À ces mots, 8 de mes hommes, avec le maître d'équipage et sa bande, s'enfuirent pour achever leur sanglant ouvrage. Et moi, puisqu'il était tout à fait hors de mon pouvoir de les retenir, je me retirai, morne et pensif. Je ne pouvais supporter la vue, encore moins les cris et les gémissements des pauvres misérables qui tombaient entre leurs mains. Personne ne me suivit, hors le subrécarque et les 2 hommes. Et avec eux, je retournai vers nos embarcations. C'était une grande folie à moi, je l'avoue, de m'en aller ainsi, car il commençait à faire jour et l'alarme s'était répandue dans le pays. Environ 30 ou 40 hommes, armés de lances et d'arcs, campaient à ce petit hameau de 12 ou 13 cabanes dont il a été question déjà. Mais par bonheur, j'évitai cette place et je gagnai directement la côte. Quand j'arrivai au rivage, il faisait grand jour. Je pris immédiatement la pinasse et je me rendis à bord, puis je la renvoyai pour secourir nos hommes, le cas advenant. Je remarquai, à peu près vers le temps où j'accostais le navire, que le feu était presque éteint et le bruit apaisé. Mais environ une demi-heure après que j'étais à bord, j'entendis une salve de mousqueterie et je vis une grande fumée. C'étaient, comme je l'appris plus tard, nos hommes qui, chemin faisant, assaillaient les 40 Indiens postés au petit hameau. Ils en tuèrent 16 ou 17 et brûlèrent toutes les maisons, mais ils ne touchèrent point aux femmes ni aux enfants. Au moment où la pinasse regagnait le rivage, nos aventuriers commencèrent à reparaître. Ils arrivaient petit à petit, non plus en 2 corps et en ordre comme ils étaient partis, mais pêle-mêle, mais à la débandade, de telle façon qu'une poignée d'hommes résolus aurait pu leur couper à tous la retraite. Mais ils avaient jeté l'épouvante dans tout le pays. Les naturels étaient si consternés, si atterrés, qu'une centaine d'entre eux, je crois, auraient fui seulement à l'aspect de 5 des nôtres. Dans toute cette terrible action, il n'y eut pas un homme qui fit une belle défense. Surpris tout à la fois par l'incendie et l'attaque soudaine de nos gens au milieu de l'obscurité, ils étaient si éperdus qu'ils ne savaient que devenir. S'ils fuyaient d'un côté, ils rencontraient un parti. S'ils reculaient, un autre. Partout la mort. Quant à nos marins, pas un n'attrapa la moindre blessure. Or un homme qui se foula le pied et un autre qui eut une main assez grièvement brûlée. J'étais fort irrité contre mon neveu le capitaine, et au fait intérieurement contre tous les hommes du bord, mais surtout contre lui, non seulement parce qu'il avait forfait à son devoir, comme commandant du navire, responsable du voyage, mais encore parce qu'il avait plutôt attisé qu'amorti la rage de son équipage dans cette sanguinaire et cruelle entreprise.
mon neveu me répondit très respectueusement et me dit qu'à la vue du cadavre du pauvre matelot, massacré d'une façon si féroce et si barbare, il n'avait pas été maître de lui-même et n'avait pu maîtriser sa colère. Il avoua qu'il n'aurait pas dû agir ainsi comme capitaine du navire, mais comme il était homme, que la nature l'avait remué et qu'il n'avait pu prévaloir sur elle. Quant aux autres, ils ne m'étaient soumis aucunement, et ils ne le savaient que trop. Aussi firent-ils peu de compte de mon blâme. Le lendemain, nous mîmes à la voile. Nous n'apprîmes donc rien de plus. Nos hommes n'étaient pas d'accord sur le nombre des gens qu'ils avaient tués. Les uns disaient une chose, les autres une autre. Mais selon le plus admissible de tous leurs récits, ils avaient bien expédié environ 150 personnes, hommes, femmes et enfants, et n'avaient pas laissé une habitation debout dans le village. Quant au pauvre Thomas Jeffries, comme il était bien mort, car on lui avait coupé la gorge si profondément que sa tête était presque décollée, ce n'eût pas été la peine de l'emporter. Ils le laissèrent donc où ils l'avaient trouvé, seulement ils le descendirent de l'arbre où il était pendu par un bras. Quelque juste que semblât cette action à nos marins, je n'en demeurai pas moins là-dessus en opposition ouverte avec eux. Et toujours depuis je leur disais que Dieu maudirait notre voyage, car je ne voyais dans le sang qu'ils avaient fait couler durant cette nuit qu'un meurtre qui pesait sur eux. Il est vrai que les Indiens avaient tué Thomas Jeffries, mais Thomas Jeffries avait été l'agresseur. Il avait rompu la trêve. Et il avait violé ou débauché une de leurs jeunes filles qui était venue à notre camp innocemment et sur la foi des traités. À bord, le maître d'équipage défendit sa cause par la suite. Il disait qu'à la vérité nous semblions avoir rompu la trêve, mais qu'il n'en était rien, que la guerre avait été allumée la nuit auparavant par les naturels eux-mêmes, qui avaient tiré sur nous et avaient tué un de nos marins sans aucune provocation, que puisque nous avions été en droit de les combattre, nous avions bien pu aussi être en droit de nous faire justice d'une façon extraordinaire, que ce n'était pas une raison parce que le pauvre Tom avait pris quelque liberté avec une jeune malgache pour l'assassiner d'une manière si atroce. Enfin qu'il n'avait rien fait que de juste, et qui, selon les lois de Dieu, ne fut affaire au meurtrier. On va penser sans doute qu'après cet événement, nous nous donnâmes de garde de nous aventurer à terre parmi les païens et les barbares, mais point du tout. Les hommes ne deviennent sages qu'à leurs propres dépens, et toujours l'expérience semble leur être d'autant plus profitable qu'elle est plus chèrement payée. Nous étions alors destinés pour le golfe Persique, et de là pour la case de Coromandel, en touchant seulement à Surat, mais le principal dessein de notre subrécarque l'appelait dans la baie du Bengale, d'où, s'il manquait l'affaire pour laquelle il avait mission, il devait aller à la Chine et revenir à la côte en s'en retournant. Le premier désastre qui fondit sur nous, ce fut dans le golfe Persique, où, s'étant aventurés à terre sur la côte arabique du golfe, 5 de nos hommes furent environnés par les Arabes, et tous tués ou emmenés en esclavage. Le reste des matelots montant l'embarcation n'avait pas été à même de les délivrer, et n'avait eu que le temps de regagner la chaloupe. Je plantai alors au nez de nos gens la juste rétribution du ciel en ce cas. Mais le maître d'équipage me répondit avec chaleur que j'allais trop loin dans mes censures, que je ne saurais appuyer d'aucun passage des Écritures. Et il s'en référa au chapitre 13 de saint Luc, verset 4, où notre Sauveur donne à entendre que ceux sur lesquels la tour de Siloé tomba n'étaient pas plus coupables que les autres Galiléens. Mais ce qui me réduisit tout de bon au silence en cette occasion, c'est que pas un des 5 hommes que nous venions de perdre n'était du nombre de ceux descendus à terre lors du massacre de Madagascar. Ainsi toujours l'appelai-je,
quoique l'équipage ne pût supporter qu'impatiemment ce mot de massacre. Cette dernière circonstance, comme je l'ai dit, me ferma réellement la bouche pour le moment. Mes sempiternels sermons à ce sujet eurent des conséquences pires que je ne m'y attendais. Et le maître d'équipage, qui avait été le chef de l'entreprise, un beau jour vint à moi, hardiment, et me dit qu'il trouvait que je remettais bien souvent cette affaire sur le tapis, que je faisais d'injustes réflexions là-dessus, et qu'à cet égard j'en avais fort mal usé avec l'équipage et avec lui-même en particulier, que comme je n'étais qu'un passager, que je n'avais ni commandement dans le navire, ni intérêt dans le voyage, il n'était pas obligé de supporter tout cela, qu'après tout, qui leur disait que je n'avais pas quelque mauvais dessein en tête, et ne leur susciterait pas un procès quand ils seraient de retour en Angleterre. Enfin, que si je ne me déterminais pas à en finir, et à ne plus me mêler de lui et de ses affaires, il quitterait le navire, car il ne croyait pas qu'il fût sain de voyager avec moi. Je l'écoutais assez patiemment jusqu'au bout, puis je lui répliquai qu'il était parfaitement vrai que tout du long je m'étais opposé au massacre de Madagascar, car je ne démordais pas de l'appeler ainsi, et qu'en toute occasion j'en avais parlé fort à mon aise, sans l'avoir en vue lui plus que les autres. Qu'à la vérité je n'avais point de commandement dans le navire et n'y exerçais aucune autorité, mais que je prenais la liberté d'exprimer mon opinion sur des choses qui visiblement nous concernaient tous. Quant à mon intérêt dans le voyage, ajoutai-je, vous n'y entendez goutte. Je suis propriétaire pour une grosse part dans ce navire, et en cette qualité je me crois à quelque droit de parler, même plus que je ne l'ai encore fait, sans avoir de compte à rendre ni à vous ni personne autre. Je commençais à m'échauffer. Il ne me répondit que peu de choses cette fois, et je crus l'affaire terminée. Nous étions alors en rade au Bengale, et désireux de voir le pays, je me rendis à terre, dans la chaloupe, avec le subrécarque pour me recréer. Vers le soir, je me préparais à retourner à bord, quand un des matelots s'approcha de moi et me dit qu'il voulait m'épargner la peine de regagner la chaloupe, car ils avaient ordre de ne point me ramener à bord. On devine quelle fut ma surprise à cet insolent message. Je demandai au matelot qui l'avait chargé de cette mission près de moi. Il me répondit que c'était le patron de la chaloupe. Je n'en dis pas davantage à ce garçon, mais je lui ordonnai d'aller faire savoir à qui de droit qu'il avait rempli son message et que je n'y avais fait aucune réponse. J'allai immédiatement retrouver le subrécarque et je lui contai l'histoire, ajoutant qu'à l'heure même je pressentais qu'une mutinerie devait éclater à bord. Je le suppliai donc de s'y rendre sur-le-champ dans un canot indien pour donner l'éveil au capitaine. Mais j'aurais pu me dispenser de cette communication, car avant même que je lui eusse parlé à terre, le coup était frappé à bord. Le maître d'équipage, le canonnier et le charpentier, et en un mot tous les officiers inférieurs, aussitôt que je fus descendu dans la chaloupe, se réunirent vers le gaillard d'arrière et demandèrent à parler au capitaine. Là, le maître d'équipage faisant une longue harangue, car le camarade s'exprimait fort bien, et répétant tout ce qu'il m'avait dit, lui déclara en peu de mots que puisque je m'en étais allé paisiblement à terre, il leur fâcherait d'user de violence envers moi, ce que, autrement, si je ne me fusse retiré de moi-même, ils auraient fait pour m'obliger à m'éloigner. « Capitaine, poursuivit-il, nous croyons donc devoir vous dire que, comme nous nous sommes embarqués pour servir sous vos ordres, notre désir est de les accomplir avec fidélité. Mais que si cet homme ne veut pas quitter le navire, ni vous, capitaine, le contraindre à le quitter, nous abandonnerons tous le bâtiment. Nous vous laisserons en route. » Au mot « tous », il se tourna vers le grand mât, ce qui était, à ce qu'il paraît, le signal convenu entre eux. Et là-dessus, tous les matelots qui se trouvaient là réunis se mirent à crier « Oui, tous !» Mon neveu, le capitaine, était un homme de cœur et d'une grande présence d'esprit.
Quoique surpris assurément à cette incartade, il leur répondit cependant avec calme qu'il examinerait la question, mais qu'il ne pouvait rien décider là-dessus avant de m'en avoir parlé. Pour leur montrer la déraison et l'injustice de la chose, il leur poussa quelques arguments, mais ce fut peine vaine. Ils jurèrent devant lui, en se secouant la main à la ronde, qu'ils s'en iraient tous à terre, à moins qu'il ne promît de ne point souffrir que je revinsse à bord du navire. La clause était dure pour mon neveu, qui sentait toute l'obligation qu'il m'avait, et ne savait comment je prendrais cela. Aussi commença-t-il à leur parler cavalièrement. Il leur dit que j'étais un des plus considérables intéressés dans ce navire, et qu'en bonne justice il ne pouvait me mettre à la porte de ma propre maison, que ce serait me traiter à peu près à la manière du fameux pirate Kidd, qui fomenta une révolte à bord, déposa le capitaine sur une île inhabitée et fit la course avec le navire. Qu'ils étaient libres de s'embarquer sur le vaisseau qu'ils voudraient, mais que si jamais ils reparaissaient en Angleterre, il leur en coûterait cher. Que le bâtiment était mien, qu'ils ne pouvaient m'en chasser, et qu'il aimerait mieux perdre le navire et l'expédition aussi que de me désobliger à ce point. Donc, qu'ils pouvaient agir comme bon leur semblait. Toutefois, il voulut aller à terre pour s'entretenir avec moi, et invita le maître d'équipage à le suivre, espérant qu'il pourrait accommoder l'affaire. Ils s'opposèrent tous à cette démarche, disant qu'ils ne voulaient plus avoir aucune espèce de rapport avec moi, ni sur terre, ni sur mer, et que si je remettais le pied à bord, ils s'en iraient. « Eh bien, dit le capitaine, si vous êtes tous de cet avis, laissez-moi aller à terre pour causer avec lui. » Il vint donc me trouver avec cette nouvelle, un peu après le message qui m'avait été apporté de la part du patron de la chaloupe, du coxswain. Je fus charmé de revoir mon neveu, je dois l'avouer, dans l'appréhension où j'étais qu'il ne se fût saisi de lui pour mettre à la voile et faire la course avec le navire. Alors j'aurais été jeté dans une contrée lointaine, dénué et sans ressources, et je me serais trouvé dans une condition pire que lorsque j'étais tout seul dans mon île. Mais heureusement, ils n'allèrent pas jusque-là, à ma grande satisfaction. Et quand mon neveu me raconta ce qu'il lui avait dit, comment ils avaient juré, en se serrant la main, d'abandonner tous le bâtiment s'ils souffraient que je rentrasse à bord, je le priai de ne point se tourmenter de cela, car je désirais rester à terre. Seulement je lui demandai de vouloir bien m'envoyer tous mes effets et de me laisser une somme compétente pour que je fusse à même de regagner l'Angleterre aussi bien que possible. Ce fut un rude coup pour mon neveu, mais il n'y avait pas moyen de parer à cela. Il fallait se résigner. Il revint donc à bord du navire et annonça à ses hommes que son oncle cédait à leur importunité et envoyait chercher ses bagages. Ainsi, tout fut terminé en quelques heures. Les mutins retournèrent à leur devoir, et moi, je commençai à songer à ce que j'allais devenir. J'étais seul dans la contrée la plus reculée du monde, je puis bien l'appeler ainsi, car je me trouvais d'environ 3000 lieues par mer plus loin de l'Angleterre que je ne l'avais été dans mon île. Seulement, à dire vrai, il m'était possible de traverser par terre le pays du Grand Mogol jusqu'à Surat, d'aller de là à Bassora par mer en remontant le golfe Persique, de prendre le chemin des caravanes à travers les déserts de l'Arabie jusqu'à Alep et Skanderoun, puis de là, par mer, de gagner l'Italie, puis enfin de traverser la France. Additionné tout ensemble, ceci équivaudrait au moins au diamètre entier du globe, et mesuré, je suppose que cela présenterait bien davantage. Un autre moyen s'offrait encore à moi. C'était celui d'attendre les bâtiments anglais qui se rendent au Bengale venant d'Akchem dans l'île de Sumatra, et de prendre passage à bord de l'un d'eux pour l'Angleterre. Mais comme je n'étais point venu là sous le bon plaisir de la compagnie anglaise des Indes orientales, il devait m'être difficile d'en sortir sans sa permission, à moins d'une grande faveur des capitaines de navires ou des facteurs de la compagnie,
et aux uns et aux autres, j'étais absolument étranger. Là, j'eus le singulier plaisir, parlant par antiphrase, de voir le bâtiment mettre à la voile sans moi. Traitement que sans doute jamais homme dans ma position n'avait subi, si ce n'est de la part de pirates faisant la course et déposant à terre ceux qui ne tremperaient point dans leur infamie. Ceci, sous tous les rapports, n'y ressemblait pas mal. Toutefois, mon neveu m'avait laissé 2 serviteurs, ou plutôt un compagnon et un serviteur. Le premier était le secrétaire du commis aux vivres qui s'était engagé à me suivre, et le second était son propre domestique. Je pris un bon logement dans la maison d'une dame anglaise où logeaient plusieurs négociants, quelques Français, 2 Italiens, ou plutôt 2 Juifs, et un Anglais. J'y étais assez bien traité. Et pour qu'il ne fût pas dit que je courais à tout inconsidérément, je demeurai là plus de 9 mois à réfléchir sur le parti que je devais prendre et sur la conduite que je devais tenir. J'avais avec moi des marchandises anglaises de valeur et une somme considérable en argent. Mon neveu m'avait remis 1000 pièces de 8 et une lettre de crédit supplémentaire en cas que j'en eusse besoin, afin que je ne pusse être gêné quoi qu'il advînt. Je trouvai un débit prompt et avantageux de mes marchandises, et comme je me l'étais primitivement proposé, j'achetai de fort beaux diamants, ce qui me convenait le mieux dans ma situation, parce que je pouvais toujours porter tout mon bien avec moi. Après un long séjour en ce lieu, et bon nombre de projets formés pour mon retour en Angleterre, sans qu'aucun répondît à mon désir, le négociant anglais qui logeait avec moi, et avec lequel j'avais contracté une liaison intime, vint me trouver un matin. « Compatriote, me dit-il, j'ai un projet à vous communiquer. Comme il s'accorde avec mes idées, je crois qu'il doit cadrer avec les vôtres également, quand vous y aurez bien réfléchi. Ici, nous sommes placés, ajouta-t-il, vous par accident, moi par mon choix, dans une partie du monde fort éloignée de notre patrie. Mais c'est une contrée où nous pouvons, nous qui entendons le commerce et les affaires, gagner beaucoup d'argent. Si vous voulez joindre 1000 livres sterling aux 1000 livres sterling que je possède, nous louerons ici un bâtiment, le premier qui pourra nous convenir. Vous serez le capitaine, moi je serai le négociant, et nous ferons un voyage de commerce à la Chine. Pourquoi demeurerions-nous tranquilles? Le monde entier est en mouvement, roulant et circulant sans cesse. Toutes les créatures de Dieu, les corps célestes et terrestres, sont occupés et diligents. Pourquoi serions-nous oisifs? Il n'y a point dans l'univers de fainéants que parmi les hommes. Pourquoi grossirions-nous le nombre des fainéants? Je goûtai fort cette proposition, surtout parce qu'elle semblait faite avec beaucoup de bon vouloir et d'une manière amicale. Je ne dirais que ma situation isolée et détachée me rendait plus que toute autre situation propre à embrasser une entreprise commerciale. Le négoce n'était pas mon élément. Mais je puis bien dire avec vérité que si le commerce n'était pas mon élément, une vie errante l'était. Et jamais proposition d'aller visiter quelque coin du monde que je n'avais point encore vu ne pouvait m'arriver mal à propos. Il se passa toutefois quelque temps avant que nous eussions pu nous procurer un navire à notre gré. Et quand nous eûmes un navire, il ne fut pas aisé de trouver des marins anglais, c'est-à-dire autant qu'il en fallait pour gouverner le voyage et diriger les matelots que nous prendrions sur les lieux. À la fin, cependant, nous trouvâmes un lieutenant, un maître d'équipage et un canonnier anglais, un charpentier hollandais et 3 Portugais, matelots du gaillard d'avant. Avec ce monde et des marins indiens, tels quels, nous pensâmes que nous pourrions passer outre. Il y a tant de voyageurs qui ont écrit l'histoire de leurs voyages et de leurs expéditions dans ces parages, qu'il serait pour tout le monde assez insipide de donner une longue relation des lieux où nous allâmes et des peuples qui les habitent. Je laisse cette besogne à d'autres.
et je renvoie le lecteur aux journaux des voyageurs anglais, dont beaucoup sont déjà publiés et beaucoup plus encore sont promis chaque jour. C'est assez pour moi de vous dire que nous nous rendîmes d'abord à Achem, dans l'île de Sumatra, puis de là à Siam, où nous échangeâmes quelques-unes de nos marchandises contre de l'opium et de l'arak. Le premier est un article d'un grand prix chez les Chinois, et dont ils avaient faute à cette époque. En un mot, nous allâmes jusqu'à Chungkiang, nous fîmes un très grand voyage, nous demeurâmes 8 mois dehors, et nous retournâmes au Bengale. Pour ma part, je fus grandement satisfait de mon entreprise. J'ai remarqué qu'en Angleterre, souvent on s'étonne de ce que les officiers que la compagnie envoie aux Indes et les négociants qui généralement s'y établissent amassent de si grands biens et quelquefois reviennent riches à 60, 70, 100 000 livres sterling. Mais ce n'est pas merveilleux, ou du moins cela s'explique quand on considère le nombre innombrable de ports et de comptoirs où le commerce est libre, et surtout quand on songe que dans tous ces lieux, ces ports fréquentés par les navires anglais, il se fait constamment des demandes si considérables de tous les produits étrangers que les marchandises qu'on y porte y sont toujours d'une aussi bonne défaite que celles qu'on en exporte. Bref, nous fîmes un fort bon voyage, et je gagnai tant d'argent dans cette première expédition, et j'acquis de telles notions sur la manière d'en gagner davantage, que si j'eusse été de 20 ans plus jeune, j'aurais été tenté de me fixer en ce pays, et n'aurais pas cherché fortune plus loin. Mais qu'était tout ceci pour un homme qui avait passé la soixantaine, pour un homme bien assez riche, venu dans ces climats lointains plutôt pour obéir à un désir impatient de voir le monde qu'au désir cupide d'y faire grand gain. Et c'est vraiment à bon droit, je pense, que j'appelle ce désir impatient, car c'en était là. Quand j'étais chez moi, j'étais impatient de courir. Et quand j'étais à l'étranger, j'étais impatient de revenir chez moi. Je le répète, que m'importait ce gain? Déjà bien assez riche, je n'avais nul désir importun d'accroître mes richesses. Et c'est pourquoi les profits de ce voyage me furent chose trop inférieure pour me pousser à de nouvelles entreprises. Il me semblait que dans cette expédition, je n'avais fait aucun lucre, parce que j'étais revenu au lieu d'où j'étais parti, à la maison en quelque sorte. D'autant que mon œil, comme l'œil dont parle Salomon, n'était jamais rassasié, et que je me sentais de plus en plus désireux de courir et de voir. J'étais venu dans une partie du monde que je n'avais jamais visitée, celle dont plus particulièrement j'avais beaucoup entendu parler, et j'étais résolu à la parcourir autant que possible. Après quoi, pensais-je, je pourrais dire que j'avais vu tout ce qui au monde est digne d'être vu. Mais mon compagnon de voyage et moi, nous avions une idée différente. Je ne dis pas cela pour insister sur la mienne, car je reconnais que la sienne était la plus juste et la plus conforme au but d'un négociant, dont toute la sagesse, lorsqu'il est au dehors en opération commerciale, se résume en cela, que pour lui, la chose la meilleure est celle qui peut lui faire gagner le plus d'argent. Mon nouvel ami s'en tenait au positif, et se serait contenté d'aller, comme un cheval de roulier, toujours à la même auberge, au départ et au retour, pourvu, selon sa propre expression, qu'il y pût trouver son compte. Mon idée, au contraire, tout vieux que j'étais, ressemblait fort à celle d'un écolier fantasque et buissonnier qui ne se soucie point de voir une chose deux fois. Or, ce n'était pas tout. J'avais une sorte d'impatience de me rapprocher de chez moi, et cependant pas la moindre résolution arrêtée sur la route à prendre. Durant cette indétermination, mon ami, qui était toujours à la recherche des affaires, me proposa un autre voyage aux îles des Épices pour rapporter une cargaison de clous de girofle de Manille ou des environs, lieu où vraiment les Hollandais font tout le commerce, bien qu'ils appartiennent en partie aux Espagnols. Toutefois, nous ne poussâmes pas si loin.
Nous nous en tîmes seulement à quelques autres places où ils n'ont pas un pouvoir absolu, comme ils l'ont à Batavia, Ceylan, etc. Nous n'avions pas été longs à nous préparer pour cette expédition. La difficulté principale avait été de m'y engager. Cependant, à la fin, rien autre ne s'étant offert, et trouvant qu'après tout, rouler et trafiquer avec un profit si grand, et je puis bien dire certain, était chose plus agréable en soi et plus conforme à mon humeur que de rester inactif, ce qui pour moi était une mort, je m'étais déterminé à ce voyage. Nous le fîmes avec un grand succès, et, touchant à Bornéo et à plusieurs autres îles dont je ne puis me remémorer le nom, nous revînmes au bout de 5 mois environ. Nous vendîmes nos épices, qui consistaient principalement en clous de girofle et en noix muscade, à des négociants persans qui les expédièrent pour le Golfe. Nous gagnâmes 5 pour 1. Nous eûmes réellement un bénéfice énorme. Mon ami, quand nous réglâmes ce compte, me regarda en souriant. « Eh bien, maintenant, me dit-il, insultant aimablement à ma nonchalance, ceci ne vaut-il pas mieux que de troller çà et là comme un homme désœuvré et de perdre notre temps à nous ébahir de la sottise et de l'ignorance des païens ?» « Vraiment, mon ami, répondis-je, je le crois, et commence à me convertir au principe du négoce. Mais souffrez que je vous le dise en passant. Vous ne savez ce dont je suis capable, car si une bonne fois je surmonte mon indolence et m'embarque résolument, tout vieux que je suis, je vous harasserai de côté et d'autre par le monde jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus, car je prendrai si chaudement l'affaire que je ne vous laisserai point de répit. » Or, pour couper court à mes spéculations, peu de temps après, ceci arriva. Un bâtiment hollandais venu de Batavia. Ce n'était pas un navire marchand européen, mais un caboteur, du port d'environ de 100 tonneaux. L'équipage, prétendait-on, avait été si malade que le capitaine, n'ayant pas assez de monde pour tenir la mer, s'était vu forcé de relâcher au Bengale, et comme s'il eût assez gagné d'argent, ou qu'il souhaitât pour d'autres raisons d'aller en Europe, il fit annoncer publiquement qu'il désirait vendre son vaisseau. Cet avis me vint aux oreilles, avant que mon nouveau partenaire n'en eût ouï parler, et il me prit grandement envie de faire cette acquisition. J'allais donc le trouver, et je lui en touchai quelques mots. Il réfléchit un instant, car il n'était pas homme à s'empresser. Puis, après cette pause, il répondit « Il est un peu trop gros, mais cependant, ayons-le. » En conséquence, tombant d'accord avec le capitaine, nous achetâmes ce navire, le payâmes et en prîmes possession. Ceci fait, nous résolûmes d'embaucher les gens de l'équipage pour les joindre aux hommes que nous avions déjà et poursuivre notre affaire. Mais tout à coup, ayant reçu non leur gage, mais leur part de l'argent, comme nous l'apprîmes plus tard, il ne fut plus possible d'en retrouver un seul. Nous nous enquîmes d'eux partout, et à la fin nous apprîmes qu'ils étaient partis tous ensemble par terre pour Agra, la grande cité, résidence du Mogol, à dessein de se rendre de là à Surat, puis de gagner par mer le golfe Persique. Rien, depuis longtemps, ne m'avait autant chagriné que d'avoir manqué l'occasion de partir avec eux. Un tel pèlerinage, m'imaginai-je, eût été pour moi en pareille compagnie tout à la fois agréable et sûr, et aurait complètement cadré avec mon grand projet. J'aurais vu le monde, et en même temps je me serais rapproché de ma patrie. Mais je fus beaucoup moins inconsolable peu de jours après, quand je vins à savoir quelle sorte de compagnons c'étaient, car en peu de mots, voici leur histoire. L'homme qu'ils appelaient capitaine n'était que le canonnier et non le commandant. Dans le cours d'un voyage commercial, ils avaient été attaqués sur le rivage par quelques Malais qui tuèrent le capitaine et 3 de ses hommes. Après cette perte, nos drôles, au nombre de 11, avaient résolu de s'enfuir avec le bâtiment, ce qu'ils avaient fait, et l'avaient amené dans le golfe du Bengale,
abandonnant à terre le lieutenant et 5 matelots, dont nous aurons des nouvelles plus loin. N'importe par quelle voie, ce navire leur était tombé entre les mains. Nous l'avions acquis honnêtement, pensions-nous. Quoique, je l'avoue, nous n'eussions pas examiné la chose aussi exactement que nous le devions. Car nous n'avions fait aucune question aux matelots, qui, si nous les avions sondés, se seraient assurément coupés dans leur récit, se seraient démentis réciproquement, peut-être contredits eux-mêmes, et d'une manière ou d'une autre nous auraient donné lieu de les suspecter. L'homme nous avait montré un contrat de vente du navire à un certain Emmanuel Klosterhoven, ou quelque nom semblable, forgé comme tout le reste, je suppose, qui soi-disant était le sien, ce que nous n'avions pu mettre en doute. Et un peu trop inconsidérément, ou du moins n'ayant aucun soupçon de la chose, nous avions conclu le marché. Quoi qu'il en fût, après cet achat, nous enrôlâmes des marins anglais et hollandais, et nous nous déterminâmes à faire un second voyage dans le sud-est pour aller chercher des clous de girofle et autres épices aux îles Philippines et aux Moluques. Bref, pour ne pas remplir de bagatelles cette partie de mon histoire, quand la suite en est si remarquable, je passai en tout 6 ans dans ces contrées, allant et revenant et trafiquant de port en port, avec beaucoup de succès. La dernière année, j'entrepris avec mon partenaire, sur le vaisseau ci-dessus mentionné, un voyage en Chine, convenu que nous étions d'aller d'abord à Siam pour y acheter du riz. Dans cette expédition, contrariés par les vents, nous fûmes obligés de louvoyer longtemps, çà et là dans le détroit de Malacca et parmi les îles. Et comme nous sortions de ces mers difficiles, nous nous aperçûmes que le navire avait fait une voie d'eau. Malgré toute notre habileté, nous ne pouvions découvrir où elle était. Cette avarie nous força de chercher quelque part, et mon partenaire, qui connaissait le pays mieux que moi, conseilla au capitaine d'entrer dans la rivière de Cambodge, car j'avais fait capitaine le lieutenant anglais, un monsieur Thomson, ne voulant point me charger du commandement du navire. Cette rivière coule au nord de la grande baie, ou golfe,